Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 13 avril. C'était l'une des mesures emblématiques de la rentrée scolaire 2017. Les CP à 12 sont désormais installés et ce depuis 6 mois. Quel bilan en tirer? Quels sont les avantages pour les écoliers et les professeurs? Nous sommes allés dans l'une des classes qui profitent du dispositif Attrape. Reportage à suivre dès le début de cette émission. Eux sont beaucoup plus grands. Les étudiants manifestent en ce moment leur opposition à la réforme de l'université et une sélection cachée. Selon eux, les manifestants qui bloquent certaines universités peuvent compter sur le soutien parfois d'enseignants. C'est le cas de notre invité Mathieu Elie, enseignant-chercheur à l'UVSQ. Dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur le rapprochement amorcé entre les villes de Coignères et Maurepas ou l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui songe à évoluer en communauté urbaine. Vacances de printemps oblige, la circulation risque d'être compliquée sur certains axes franciliens. Ce week-end, Bison Futé prévoit des difficultés dans le sens des départs. Samedi, la journée est classée orange en région parisienne avec notamment des ralentissements. Au péage de Saint-Arnoux en Yvelines, entre 8h et 16h. Globalement, il est conseillé de prendre la route tôt le matin pour quitter l'Île-de-France ou dans la soirée. Les transports en commun sont eux aussi impactés par la grève qui repart vendredi et samedi. Nouvelle journée de grève des cheminots. Pour connaître l'état de circulation de vos trains, rendez-vous sur transilien.com. Et ce début des vacances va permettre évidemment aux écoliers de se reposer pour une quinzaine de jours. C'est aussi l'occasion de faire un bilan pour les CP dédoublés. Cette mesure phare du ministre de l'Éducation, mise en place lors de la rentrée en septembre dernier, vise à maximiser la réussite scolaire des écoliers dans les quartiers les plus fragiles. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 4 écoles élémentaires de Trappes ont ces classes préparatoires, ces cours préparatoires avec 12 élèves maximum. Reportage. Vous rangez vos cahiers du jour et vous sortez vos cahiers du soir. On va coller la fiche du son. Quel son? Ce matin-là, c'est atelier lecture pour les CP de l'école Henri Wallon de Trappes. Il n'a pas vu d'éléphant rose. Pour faire la lecture, la maîtresse Madame Lemoigne a la chance de pouvoir suivre chacun des écoliers. Dans cette classe bénéficiaire du dispositif CP dédoublé, ils ne sont que 11 élèves. La maîtresse peut ainsi répondre aux besoins des enfants et s'adapter au rythme de chacun. Si ce jour-là, il y a un élève qui avait bien acquis le son qu'on avait travaillé aujourd'hui, il a voulu directement lire le texte en entier, il a pu le faire. Un élève qui n'est pas prêt à le faire aujourd'hui, il va le faire dans 2 jours et il réussira, il sera en réussite et c'est ce qu'on cherche, je pense, avec le CP 100% réussite. 12 élèves par classe maximum dans les zones dites REP+, c'est aussi une nouvelle relation qu'il faut bâtir entre enfants et enseignants. C'est aussi enfin l'occasion pour tous de s'exprimer de manière beaucoup plus importante qu'auparavant. C'est que chaque enfant a un temps de parole dans la classe qui est beaucoup plus long que ce qu'il aurait eu en CP classique et ça les fait progresser. Les élèves qui étaient plus fragiles, plus timides ou plus en difficulté progressent d'autant plus grâce à ce mode de fonctionnement. À Trappes, depuis la rentrée 2017, 9 nouvelles classes ont dû être créées pour accueillir maximum 12 élèves par enseignant. Le dispositif sera élargi à la rentrée prochaine à 5 nouvelles écoles de la commune. Les CE1 devraient aussi commencer à en profiter, un véritable casse-tête logistique pour la mairie. Au lieu d'avoir, comme à cette rentrée précédente, une classe individuelle de 12 élèves, on va être obligé de mettre 2 enseignants par classe. En septembre prochain, 2 écoles élémentaires de plaisir profiteront aussi du CP dédoublé. L'ensemble du dispositif ne sera qu'entièrement déployé dans les zones d'éducation prioritaire qu'à la rentrée 2019. Et certains de ces écoliers seront peut-être d'ici une douzaine d'années sur les bancs de l'université. Ils devront sûrement alors remplir leurs vœux sur la nouvelle plateforme Parcoursup. Cette plateforme inscrite dans le cadre d'une réforme de l'entrée à l'université et de l'orientation et qui continue de faire débat. Une dizaine d'universités seraient encore bloquées totalement ou partiellement par un mouvement de lutte contre cette réforme. Le ton est monté cette semaine à Nanterre ou à la Sorbonne avec l'intervention des forces de
l'ordre. Parmi les opposants, il y a les étudiants, mais aussi certains enseignants. Mathieu Elie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, membre de l'association des sociologues enseignants du supérieur et co-signateur d'une tribune qui est parue cette semaine sur France Info avec plus de 400 de vos collègues. Une tribune dans laquelle il est inscrit notamment, je cite, « La nouvelle loi instaure une sélection absurde ». C'est un argument que réfute aujourd'hui en bloc le gouvernement. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Pourquoi vous parlez de sélection? Alors, il y a plusieurs choses dans... Il y a beaucoup de choses dans la tribune, hein. Je l'ai résumé en une phrase. Mais... Oui. Pourquoi on parle de sélection? Parce que tout simplement, le principe d'accès à l'université à partir du moment où vous êtes bachelier est inscrit dans le Code de l'éducation depuis 50 ans, depuis la loi Faure de 1968, que ce principe est constitutif de l'université républicaine, c'est-à-dire que la société française doit à sa jeunesse un accès à partir du moment où elle a le niveau nécessaire à l'éducation, à l'enseignement supérieur. Et donc on est dans une conception de l'université qui n'est pas celle qu'on nous impose depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, puisque en fait on a des réformes successives qui interviennent sur l'université depuis assez longtemps, qui remontent au processus de Bologne en 99-2000, qui font rentrer en fait l'université dans ce qu'on a appelé l'économie de la connaissance, c'est-à-dire une conception où le savoir universitaire, le savoir académique, est considéré comme du capital humain qu'il faut acquérir pour favoriser son insertion professionnelle et augmenter son employabilité. Ça, c'est une conception qui s'est imposée depuis une vingtaine d'années et qui est aussi très, très présente dans l'esprit de la réforme Parcoursup, puisqu'on a l'idée, conjugué avec la réforme du baccalauréat, en fait, tout fait système, on a l'idée qu'il faut anticiper de plus en plus tôt, dès l'entrée en seconde, maintenant, ses choix d'orientation dans le supérieur en fonction des perspectives d'insertion professionnelle. Donc c'est toute une en fait, à travers cette plateforme, on n'a pas une réforme qui est purement technique. On pourrait penser que c'est purement technique. En fait, c'est profondément idéologique. Le gouvernement là-bas se présente ça aussi pour éviter, on va dire, les problèmes de l'été dernier où beaucoup de bacheliers se sont retrouvés sans formation. Tout le monde était visiblement d'accord pour dire qu'il faut changer les choses. Est-ce que vous pensiez aussi que les choses devaient changer ? Le statu quo est absolument indéfendable. La situation de l'université est révoltante, mais depuis très très longtemps. Pourquoi ? Parce que le système d'enseignement supérieur à la française fonctionne de façon dualisée. C'est-à-dire que vous avez l'université dont les droits d'inscription sont pour l'instant assez faibles, l'accès est universel, enfin, à partir du moment où vous êtes bachelier. Et puis vous avez les classes préparatoires et les grandes écoles dans lesquelles on sait depuis très longtemps qu'en fonction de si vous êtes enfant de cadre ou enfant d'ouvrier, les chances ne sont pas du tout les mêmes d'accéder à ces formations qui sont sélectives et que la réforme, ça change absolument pas avec Parcoursup. On reste avec... Mais vous dites qu'avec Parcoursup, on tend vers ce modèle-là, privé, de sélection. Alors, on n'est pas encore dans un modèle privé, mais c'est une marche vers ce système-là ? Je pense que la réforme, c'est pour ça qu'elle a un côté absurde qu'on a dénoncé, c'est qu'elle va nous surcharger de travail, là, en fait, puisqu'on va se retrouver là, à partir de maintenant, théoriquement. Nous, on refuse de le faire, mais voilà, à gérer des vœux qui ne sont pas hiérarchisés en amont. Une dizaine de vœux il y a 10 vœux. Alors, 10 vœux par élève. Alors, c'est avec des subtilités, parce que si vous allez en médecine, vous pouvez faire des vœux multiples. Enfin, c'est une complexité redoutable sur le plan technique. Mais en tout cas, il va falloir gérer ces vœux. Ils ne sont pas hiérarchisés en amont. Donc, ça veut dire que pendant tout l'été jusqu'à la rentrée universitaire, il va falloir qu'on gère des flux d'étudiants qui vont se désister parce qu'ils auront été pris ailleurs. Et donc, on crée une somme de travail monumentale pour les personnels administratifs, les personnels enseignants, pour à la fin arriver à une situation
où en fait on va se retrouver avec des effectifs qui seront semblables à ce qu'on avait cette année. C'est-à-dire ça va être un travail totalement absurde. Frédérique Vidal dit que contrairement à l'an passé, la ministre de l'Enseignement supérieur, contrairement à l'an passé, personne ne sera laissé sur le carreau. Tout le monde aura une formation et que même si, alors le terme sélection une nouvelle fois n'est pas accepté par le gouvernement, mais que tout le monde aura forcément un choix qu'il souhaitait, ou en tout cas on lui proposera un choix qui correspond à ses attentes. Vous ne croyez pas à cet argument-là? La question, c'est pas si tout le monde aura une place, c'est quelle place. C'est-à-dire que pour gérer ces flux, en fait, beaucoup d'étudiants vont être en attente pendant tout l'été. Les premières réponses, d'ailleurs, on rappelle, vont tomber d'ici le 22 mai. Tout à on fait, peut dire déjà peut-être aux futurs bacheliers qui nous regardent qu'ils ont une semaine pour répondre, donc il faut rester attentif d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et à partir de fin juin, c'est 24 heures. À partir de fin juin, 24 heures. Donc on ne part pas en vacances. J'espère que ça sera quand même possible. Mais donc effectivement, le discours de la ministre, c'est tout le monde aura une place. La question, c'est quelle place, puisque les universités sont confrontées à une situation financière qui fait qu'elles n'embauchent plus de personnel enseignant et que ce personnel enseignant est en baisse pour la première fois depuis une trentaine d'années, depuis qu'on a créé les corps d'enseignants universitaires. Et que donc, mécaniquement, on a des filières, par exemple, moi j'enseigne en AES, où on a des TD où on a une cinquantaine d'inscrits. Donc on va se retrouver avec des formations dans lesquelles on va concentrer les étudiants qui auront été en attente pendant tout l'été. Dans des conditions d'enseignement qui ne sont pas acceptables. Pour vous, il faut plus d'embauches, plus de il faut moyens embaucher humains. des enseignants, bien évidemment. Il faut créer des. La ministre dit qu'elle promet 1 milliard d'euros pour la mise en place de cette réforme. Sur l'ensemble du quinquennat. Donc pour l'instant, c'est pas suffisant. C'est des miettes budgétaires. Le crédit impôt recherche, c'est 6 milliards d'euros. Voilà. Donc moi, je propose qu'on prenne une partie du crédit impôt recherche qui ne permet pas d'embaucher des chercheurs dans les entreprises pour financer vraiment l'université. Un mot sur les blocages qui ont lieu en ce moment dans certaines facs. Est-ce que vous soutenez ce mode d'organisation qui ne touche pas pour l'instant l'UVSQ par exemple, mais qui bloque, on va dire, les cours pour beaucoup? Est-ce que pour vous, c'est la bonne méthode de bloquer les facultés? Moi, je remarque que la ministre, ça fait 6 mois qu'elle explique que la plateforme n'est pas un instrument de sélection. Tout le monde est en train de comprendre que c'est quand même bien le but inavoué de la réforme. Elle campe sur ses positions. Donc, je constate que le blocage est la seule alternative possible pour les étudiants pour se faire entendre. C'est pour ça que vous m'invitez, c'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que les universités sont bloquées. Donc je considère que c'est un moyen légitime pour faire émerger ce débat qui me paraît légitime. Ouais. En tout cas, la polémique enfle depuis quelques jours à propos d'interventions policières dans certaines universités, à la Sorbonne jeudi soir ou en début de semaine à Nanterre. Écoutez, à ce propos, Frédérique Vidal, elle était interrogée sur ce sujet précisément au Sénat, c'était mardi. Il est très important de ne pas mélanger deux choses. Ce qui se passe effectivement dans certaines universités avec des étudiants qui débattent, qui sont à l'Assemblée générale, qui parfois contestent, et c'est leur droit. Et puis la violence qui est organisée par de petits groupes qui n'ont qu'une volonté, c'est trouver une tribune au sein des universités. Et je tiens à vous le dire, les universités sont des lieux de liberté, des lieux de débat. Et ce ne sont pas des lieux que l'on peut récupérer politiquement. Une réflexion peut-être, ça ressemble un peu à ce qui se passe dans l'université en ce moment, aux protestations contre la réforme du Code du travail. Finalement, on oubliait le fond et on voyait que les casseurs, que la minorité. Est-ce que vous n'avez pas peur que le mouvement, qui est peut-être le vôtre, qui est sain, qui est pacifiste, soit finalement oublié par ces quelques personnes qui sont très politisées, très, très violentes? C'est évidemment le risque, mais la ministre joue le pourrissement, très clairement, puisqu'elle donne l'ordre au président d'université de faire intervenir les forces de l'ordre sur les campus, alors que c'est un principe qui, depuis l'université médiévale, depuis le XIIe siècle... Elle dit que c'est pour assurer la sécurité du personnel, D'accord, mais le principe de l'université, c'est que c'est un espace indépendant du pouvoir politique, et dans lequel les forces de l'ordre n'ont rien à faire, en principe, depuis très très longtemps. Donc elle attise ce feu-là, vous disiez en tout cas ce... Donc,
Moi, je Elle joue remarque, le jeu de... je remarque qu'il y a eu des incidents très graves à l'université de Montpellier il y a plus de 3 semaines maintenant, Ouais. où plusieurs enquêtes sont en cours. On n'a pas les résultats, mais la ministre n'a toujours pris aucune sanction sérieuse à l'égard d'enseignants qui ont participé, ou en tout cas qui ont encouragé quand même du tabassage d'étudiants dans l'université quand même. Et là, je constate que Rien n'est dit. rien n'est dit. C'est pour ça que je parle de pourrissement, c'est que là, les mesures de sanction, elles n'ont pas été prises pour l'instant. Et on suivra évidemment de près les évolutions et l'avenir de cette réforme, voir aussi si le mouvement prend à l'université de Versailles 50 ans en Yvelines. Merci Mathieu, Élie, d'être venu sur le plateau de TV78 et d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous êtes, je le rappelle, enseignant-chercheur à l'UVSQ, co-directeur du parcours politique social territorial. Merci à vous et bon week-end. On passe désormais à l'actualité de la semaine. La nouvelle est tombée par surprise lundi. Les maires des villes de Morpa et de Coignères ont annoncé leur intention de fusionner pour créer une commune nouvelle. Celle-ci pourrait voir le jour le 1er janvier prochain. Ce rassemblement permettrait notamment de mutualiser les moyens des collectivités et de faire face à la baisse des dotations de l'État. C'est l'argument en tout cas affiché par les deux maires. Les détails avec Aurélie Ronze et Marion Ptac. Ensemble. Une volonté commune pour un nouvel ensemble territorial. Coignères et Morpa partagent déjà un même code postal, de nombreux projets intercommunaux, archives, déchetteries, police municipale, un centre aquatique et bientôt une nouvelle identité. Il faut qu'on aille justement dans cette formidable aventure qui est historique pour nos habitants et audacieuse en termes de qualité de service public et de service public qu'on va proposer à nos habitants, c'est-à-dire de toujours faire mieux avec nos moyens. Une décision en partie motivée par la baisse des dotations de l'État. Ne souhaitant pas augmenter les impôts, les maires de Coignères et Morpa ont décidé de s'unir. Un mariage qui devrait intervenir le 1er janvier 2019. Depuis 2010, la loi permet en effet aux communes de regrouper leurs administrations respectives. Actuellement en France, il existe 557 communes nouvelles. Un nouveau mode de fonctionnement qui sera exposé à la population dans les prochaines semaines. Il y aura besoin d'information, d'écoute et de compréhension aussi de la population, de nos administrés. Et donc, c'est une phase d'ici à la fin de l'année, je dirais même à l'automne, d'ici à l'automne, c'est une phase très, très importante. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour les habitants, pour garantir une qualité de service public qui est tant attendue par nos populations. Un projet d'avenir qui donnera lieu à de nombreux changements, un seul maire, mais aussi un nouveau nom pour cette commune nouvelle. Nous aurons besoin d'une votation, besoin de l'avis de la population et il faudra conserver également l'esprit morpasien, mais aussi l'esprit coignère dans le nom de cette nouvelle commune. Et ce sera déterminé d'ici quelques mois, oui. Dès cette semaine, les habitants de Morpa et Coignères recevront une lettre explicative sur cette ambition commune. Et cette annonce a suscité de nombreuses réactions depuis lundi, notamment sur les réseaux sociaux de TV78, Facebook et Twitter. Mercredi, Grégory Garestier et Jean-Pierre Sevestre, les maires respectivement de Morpa et Coignères, étaient les invités du journal. Mercredi, c'était donc. Ils ont pu notamment regarder ces quelques réactions recueillies d'habitants par la rédaction de TV78. Ça peut être un plus. Maintenant, après... Je sais pas. C'est une bonne chose, voilà, parce qu'on n'a pas vraiment tout ici, mais à Morpa, il y a beaucoup de choses, donc c'est à proximité pour nous. Un petit peu obligé aussi actuellement de travailler ensemble pour pouvoir avoir plus de réactivité. C'est une bonne chose, ça permet à rapprocher les habitants les uns avec les autres. Les gens qui habitent à Coignères, ils vont faire leurs courses ici, et l'inverse, pourquoi pas. Ça permet au commerce, en plus, nous étendre un petit peu sur le secteur. Et ouais, je pense que c'est bien. Plus les villes sont grandes, mieux ça sera géré. Et plus on aura de potentiel pour investir et pour avoir une grande ville. Ouais, c'est bien. Ça évite les frais, je pense. Donc on divise les frais par deux. Morpa et Coignères. C'est ça. J'aurais aimé que ça soit Elancourt et Morpa, mais moi, je n'en trouve pas l'utilité, surtout que c'est un peu plus éloigné que Elancourt.
À 50 ans en Yvelines, faudra-t-il bientôt parler de communauté urbaine et non plus de communauté d'agglomération? La question est désormais posée, a même été débattue mercredi soir en conseil communautaire à l'occasion du vote du budget. Un changement de statut qui permettrait de dégager une nouvelle manne financière alors que la pression fiscale s'accroît sur l'agglomération. Les détails avec ce reportage. C'est un trésor de 13 millions d'euros que doit trouver l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. L'avantage fiscal dont bénéficie la collectivité pour sa participation au système de péréquation sera remis en cause dès l'an prochain. Pour trouver de l'argent sans augmenter les impôts ou réduire les services, la majorité réfléchit donc à évoluer et pourrait rejoindre le club très fermé des communautés urbaines. Ça nous donnerait une bouffée d'air de l'ordre de 8 à 9 millions d'euros par an pour pouvoir se poser et prendre le temps peut-être pour faire d'autres réformes sur le long terme. Pour changer de statut, 50 ans en Yvelines devra à nouveau s'élargir pour atteindre le seuil de 250 000 habitants. Une option que l'opposition de gauche ne rejette pas, même si pour elle, un large débat territorial doit être rapidement mis en place. Là-bas, c'est une discussion d'abord entre nous par rapport aux différentes compétences qu'on souhaite et aux différentes coopérations qu'on souhaite entre nos communes. Et après, on verra vers qui on se tourne. Cette discussion s'est inscrite dans le vote plus large du budget. 550 millions d'euros approuvés par les élus avec 46 voix pour et 25 abstentions. Un budget qualifié de transition et d'attente par la majorité. Les délibérations pour le transfert de compétences patinent depuis plusieurs mois. On est une seule interco, mais avant tout, on est 12 maires. Et avant de penser peut-être à l'intercommunalité, chaque maire défend un peu sa propre ville. On n'a pas trouvé encore le rythme qu'il faut. Et c'est vrai que sans ce rythme-là, on a du mal à se projeter dans l'avenir. Les élus ont également voté le maintien des impôts locaux à leur taux actuel. Le prochain conseil d'agglomération est prévu le 29 mai prochain. L'évolution de l'intercommunalité devrait une nouvelle fois rythmer les débats. En politique, les militants yvelinois des Républicains ne choisiront qu'en octobre prochain leur nouveau président pour remplacer David Douillet. Mais la campagne a déjà bel et bien débuté avec 2 candidats officiellement en lice. Face à Pierre Bédier, le président du département, Alexandra Dublanche, conseillère régionale de 35 ans, va faire équipe avec un autre élu régional, le trappiste Othman Nasrou, pour, je cite, donner une nouvelle image du parti. Le duo peut compter notamment sur le soutien du maire de Vélizy-Villacoublay, Pascal Thévenot. De son côté, Pierre Bédier doit faire face du coup à quelques remous après l'annonce de sa candidature en mars dernier. Mardi, le président du département a organisé une réunion publique pour évoquer l'avenir de la droite et des Républicains. Il en a profité aussi pour revenir sur son engagement pour la fédération locale. Écoutez. J'ai envie de partager avec ces militants mon expérience, parce que c'est ça que je peux apporter. L'énergie des convictions qui est toujours là, et puis l'expérience. Et pour faire émerger une nouvelle génération qui a encore à apprendre. Hein. Cette nouvelle génération, elle a connu la défaite, elle l'a même connue quelquefois personnellement. Et donc, ils ont, je pense, besoin de ce mixte entre de l'expérience, encore avec de l'énergie, et puis de l'énergie, sans doute plus forte, mais avec encore une expérience à acquérir. C'est ce mixte qu'on essaye de mettre en œuvre. Enfin, à droite également, le mouvement Sens commun, né au moment de la manif pour tous en 2013, a désormais une nouvelle présidente. Il s'agit de Laurence Trochu, 44 ans, conseillère départementale du canton de Montigny-le-Bretonneux. Elle succède à Madeleine de Jessé. Le mouvement compte dans les Yvelines une trentaine d'élus. Un robot chirurgical pour assister les médecins lors des opérations. C'est la nouvelle acquisition de l'hôpital privé Les Franciscaines à Versailles. Il en existe 120 de ce type en France. Un appareil qui permet de réduire la période d'hospitalisation des patients et un rétablissement aussi plus rapide. Reportage de Camille Lambert. Attention, certaines images peuvent choquer la sensibilité. Il a des allures de cockpit. Ce robot chirurgical, nouvelle génération, a rejoint la clinique privée des Franciscaines à Versailles. Da Vinci ici, c'est son nom, permet d'offrir de meilleures conditions d'hospitalisation pour les patients, mais aussi pour les chirurgiens. Pour le docteur genevois, c'est une première. Beaucoup moins fatigué, au lieu de rester 2 à 3 heures debout en tenant des instruments, donc les épaules un peu surélevées. Là, on est assis à la console du robot. Et puis on est moins crispé sur les pinces,
On a une liberté de mouvement qui est sans équivalence en cœlioscopie et une vision en 3 dimensions qui fatigue beaucoup moins. Cette patiente souffrait d'une descente d'organes. Avec ses bras et ses pinces articulées, le robot a permis d'accrocher plus facilement des bandelettes pour stopper la maladie. À l'origine utilisé dans la chirurgie urologique, ce robot peut aussi être utile en gynécologie. Le docteur Apfelbaum l'utilise chaque semaine depuis le début de l'année. C'est un vrai plus pour le patient en termes de ce qu'on appelle la réhabilitation précoce. J'ai vraiment l'impression que les patientes sont beaucoup plus confortables. J'ai eu une courbe d'apprentissage parce que c'est vraiment une technique nouvelle qui s'est tout à fait bien déroulée et qui me permet dès maintenant en fait, d'accéder à des cas difficiles. Et j'ai vraiment l'impression que le geste est plus simple dans les cas difficiles. Seuls inconvénients, apprendre cette nouvelle technique et le coût pour les hôpitaux. Le premier robot, arrivé il y a 7 ans à la clinique, a été remplacé par ce modèle à 2 millions d'euros. Il en existe seulement 120 dans toute la France. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'actualité en direct lundi à 18h sur l'antenne de TV78. D'ici là, restez connectés et informés grâce à notre site internet et nos réseaux sociaux et aussi l'application TV78. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.